Gilles Trignat, peut-être que le débat a déjà commencé. Bonjour, oui. En aparté, on en discutait un petit peu tout à l'heure. Vous me disiez qu'il n'y a pas une crise de la construction, mais il risque d'y avoir une crise du logement. Oui, tout à fait. Donc, moi déjà, je remercie les deux précédents intervenants, hein, le président Girard et le président Azevedo, parce que finalement, ils nous ont dit que le neuf, c'était la solution et qu'il fallait tout péter. Donc, personnellement, personnellement, je souscris tout à fait à ces propos. Donc, moi, je voudrais simplement faire un petit historique pour revenir un peu sur la problématique qu'on a aujourd'hui au niveau du logement neuf, parce qu'on est en crise, hein, clairement, et les 4 chocs successifs successifs ou pas d'ailleurs, enfin qu'on subit. Parce que c'est vraiment une crise multifactorielle qui nous affecte. Et je pense que les conséquences peuvent être très graves pour nos concitoyens. L'origine, pour moi, elle est à 2020, elle est sur la suite aux dernières élections, le Covid, etc. Et on en a déjà parlé lors des tables rondes précédentes, à la difficulté des promoteurs à obtenir des autorisations administratives. Je crois que ça a été le début. Alors, cette difficulté, alors on a d'abord tapé sur les maires, mais bon, les maires, hein, comme je l'ai dit souvent, ils ne sont, entre guillemets, ils sont le reflet de la population. Et si la population ne veut pas accepter des logements neufs, le maire, forcément, il est même s'il essaye de faire, il a cette problématique-là. Donc, il faut vraiment que nos concitoyens, globalement, et les politiques, parce que c'est quand même le rôle essentiel, ceux qui sont en lien avec la population, fassent passer le message, de notre point de vue, hein, que la construction neuve est une des solutions pour loger les Français et qu'il faut accepter d'avoir des immeubles à côté de chez soi. On nous parle de Lausanne, de non-artificialisation des sols. Avec un grand-père paysan, je ne peux que souscrire à la préservation des terres agricoles, à l'autosuffisance alimentaire. Et construire la ville sur la ville, ça me paraît un très bon principe. Mais une fois qu'on a dit ça, construire la ville sur la ville, ça veut dire mettre des immeubles où il y avait des maisons. Et ça, ce discours-là, il faut l'expliquer à la population, parce que sinon, ça sera très difficile à mettre en œuvre. La problématique que rencontrent les élus aussi, ils en parleront mieux que moi, mais c'est que notre temps économique, le temps de l'immobilier, le temps de l'entreprise en général, n'est pas le même que le temps politique et le temps administratif. Ça, je pense que les élus, le président Azevedo en parlait, il le déplore, mais on le déplore bien évidemment aussi, quoi. Pour parler par exemple de la métropole grenobloise, on a un PLUi aujourd'hui qui est opérationnel, qui demande des modifications avec concertation avec les riverains, les élus, etc. On travaille, nous, personnellement, et d'autres de mes confrères, sur ce qu'on appelle des OAP, des opérations d'aménagement d'ensemble qui permettent d'avoir un consensus, etc. Mais de par la complicité administrative de notre pays, ça demande 2 ans. C'est-à-dire qu'à partir du moment où on identifie des terrains et où on va pouvoir mettre en œuvre une autorisation, je ne parle même pas de construire, une autorisation, il faut 2 ans. Donc vous vous rendez compte, 2 ans, alors que regardez tout ce qu'on a subi depuis 2 ans déjà, ce qui vient de se passer. On a le Covid, la guerre en Ukraine, la chute de la hausse de l'énergie, les matériaux, et on travaille, et on a 2 ans pour mettre en œuvre des opérations d'aménagement. Alors, je ne sais pas comment faire, hein, je ne suis pas magicien, mais je pense que ça, c'est une des sources de nos problèmes. Le président Azevedo en a parlé, mais ça, c'est vraiment quelque chose qui nous touche. Le deuxième point qui nous occupe, c'est effectivement la hausse des matières, enfin la hausse des coûts de travaux liés. Les entreprises sont là, ils en parleront mieux que moi, mais nous, on tape sur les entreprises, qui même tapent sur leurs fournisseurs, qui même tapent sur l'énergie. Enfin, c'est une chaîne. Et la hausse des coûts de travaux, les collectivités, vous le subissez aussi quand vous faites vos appels d'offres, vous voyez bien. Hein. Donc, nous, les coûts de travaux, ils ont pris 30%. 30% d'augmentation de coûts de travaux. Qui peut supporter 30% d'augmentation de coûts de travaux Et ce n'est pas de l'argent qui a été mis dans la poche des entreprises. Ils se défendront mieux que moi, mais Bertrand en parlera beaucoup plus. Mais je veux dire, à un moment donné, on subit tous ces hausses, et ces hausses, à un moment donné, voilà. Nous, c'est 30% de hausse. On essaye d'en prendre une part, hein, mais on essaie de retravailler les projets, etc. Ça conduit à une augmentation de prix de vente, alors selon les secteurs, selon les opérations, entre 10 et 20%. Qu'est-ce que ça change justement pour l'acquéreur en termes de Ouais, surface je vais vous le dire. Donc la hausse de 10 ou 20% d'augmentation de prix de vente pour un acquéreur, liée, parce que l'acquéreur ne subit pas que la hausse des prix, qui l'en impacte, il subit aussi la hausse des taux. Les banquiers sont là, en parleront aussi mieux que moi, mais la hausse des taux, aujourd'hui, on est autour de 3, bientôt 4%. Et simplement la hausse des taux, je ne parle même pas de la hausse des prix, la hausse des taux, on a parlé de 20% tout à l'heure de perte de pouvoir d'achat. Nous, on l'a évalué plutôt à 25%, mais bon, peu importe, 25%. De manière pratique et imagée, c'est quelqu'un qui pouvait, en empruntant 100%, acheter un T4. Aujourd'hui, il n'achète plus qu'un T3. Quoi. Donc, il a perdu une pièce. Donc, s'il a 2 enfants, il faut qu'il en mette 2 dans la même chambre, parce que sinon, il ne peut pas acheter. Ça, c'est clair. Ou alors, il faut qu'il ait plus d'apport. Donc, qu'il tape dans son bas de laine, ou qu'il aille voir la grand-mère ou les parents, je ne sais pas, mais autrement, ce n'est pas possible. Je ne parle même pas des primo-accédants. Pour eux, aujourd'hui, le logement neuf, c'est inaccessible. Inaccessible pour les primo-accédants d'acheter des logements neufs.
c'est impossible. Donc on a forcément le logement neuf. Moi, je trouve que c'est le paradoxe de notre société, c'est-à-dire qu'on a du logement neuf qui est de plus en plus vertueux, on en parlait tout à l'heure, qui est une des solutions pour arriver à des logements vertueux, écologiquement sains, propres, décarbonés, vertueux. Mais ces logements neufs qu'on construit, aujourd'hui, ils sont, entre guillemets, réservés, du moins ciblés, par leur prix, à une clientèle de plus en plus aisée, les autres ne pouvant pas y accéder. Peut-être justement donner les chiffres de la FPI 2022, parce que vous faites une étude annuelle. Oui. Plus d'1 millier de logements réservés dans l'agglo grenobloise l'an dernier. C'est en baisse. Oui. 1130 mises en vente et une offre disponible de 1300 logements actuellement. Et le fait notable, c'est le prix moyen qui grimpe autour de 4092 € du mètre carré, soit une hausse de 10% en un an. Voilà, tout à fait. Donc cette hausse des prix, de toute façon, elle fait que les primos ne peuvent plus acheter. Et donc, le logement, c'est aussi, c'est une spirale infernale. C'est-à-dire que la loi SRU impose aux collectivités d'arriver à 25% de logement social. Voilà, c'est un fait. Pour y arriver, mettre 35% de logement social dans les opérations pour essayer d'atteindre ce taux. Comme il y a de plus en plus de gens qui ont du mal à accéder au logement, on dit qu'il faut faire du logement intermédiaire, donc on rajoute une couche de BRS, une couche de logement intermédiaire. Donc on est aujourd'hui pas loin dans les opérations 50-55% de logement social, tout confondu, entre le social pur et l'intermédiaire. Et où on avait 20% ou 25% de logement social il y a 4 ou 5 ans, aujourd'hui on se retrouve à 50%. Il faut bien voir que ce logement social-là, s'il est vertueux politiquement, sociétalement, etc., mais il pèse sur l'accession, parce que forcément il n'est pas équilibré. Donc forcément ce prix de vente, enfin, pour rappel, à l'heure dite, le logement que l'on vend aux organismes sociaux, on le vend à 2050 € hors taxe le mètre carré. Donc quand on vend 5000 € à Mélan, le même logement à côté, il est vendu 2050 €. Donc il y a forcément quelqu'un qui paye la différence. C'est mathématique. Il n'y a pas de solution miracle. Donc voilà la problématique dans laquelle on est. Et moi, je voudrais alerter parce que, si vous voulez, donc tout ce qu'on vient de dire, l'augmentation des prix, etc., fait qu'on a une baisse des ventes, bien évidemment. Le dernier trimestre, on était à moins 30, on va être à peu près à moins 30% sur le premier trimestre de baisse de vente. Bon, ça veut dire qu'il y a moins de logements qui sont mis en vente. Les promoteurs s'adaptent, il y aura moins de logements qui seront mis en vente, les opérations sont différées. C'est vrai qu'on travaille plus on sécurise nos coûts de travaux avant de mettre en vente, donc tout ça, ça prend du temps, et c'est ce qui fait qu'on diffère des opérations dans le temps. Donc on allonge le temps. Ce qui veut dire que les entreprises qui auraient dû avoir du travail, mettons au premier trimestre, ce travail-là, il sera décalé au deuxième, voire au troisième trimestre. Donc à court terme, on va avoir une répercussion sur la chaîne du bâtiment. Ça, c'est très clair. Et une baisse de l'offre pour être toujours en adéquation entre le marché et l'offre. Voilà, c'est le principe. Ce qui est dramatique, je trouve, c'est que l'immobilier, parce qu'on mélange des fois crise de logement, crise de l'immobilier. Crise de l'immobilier, on va s'adapter. À un moment donné, les promoteurs, ils vont s'adapter, ils vont faire moins, ils vont faire différemment. La problématique pour moi, pour le pays, c'est la crise du logement. Parce qu'on est dans une région qui est dynamique économiquement. Je ne peux pas rappeler les chiffres de ST, etc. Enfin, on est dans une métropole, une agglomération, un département hyper dynamique, où on a des emplois qui arrivent. Mais ces emplois, pour qu'ils arrivent et pour qu'ils restent, il faut loger des gens qui viennent. Si on n'arrive pas à les loger de manière décente et de manière... on parlait de Saint-Martin tout à l'heure, il y avait des logements vacants, mais à côté de ça, il y a des logements vacants, mais il y a une demande qui n'est pas satisfaite. On voit bien que c'est pas, quand on parle de statistique globale en disant oui, il y a tant de logements en France, il y a qu'à les occuper, c'est un leurre, parce que les logements qui sont vacants, ils ne sont pas adaptés à ce que souhaitent les gens aujourd'hui. Donc c'est vraiment une difficulté. Donc on a plusieurs phénomènes qui arrivent, à mon avis, qui se télescopent. Ça a été dit tout à l'heure, mais on a les logements FG qui vont sortir du parc. Donc ça veut dire des milliers de logements locatifs en moins. On a la baisse, alors là, bientôt la fin du Pinel, fin 2024, la fin du logement Pinel, c'est-à-dire la fin des logements investisseurs. Donc ça veut dire une baisse à terme des mises en location de logements investisseurs qui va arriver. Cette baisse de Pinel, elle est amplifiée par la baisse des ventes des promoteurs. Parce que forcément, s'il y a moins de logements mis en vente par les promoteurs, il y aura encore moins de Pinel. Et il ne faut pas oublier non plus que dans les opérations que l'on réalise, nous, promoteurs privés, on réalise, sur le département, entre 60 et 65% du logement social. C'est-à-dire 65% du logement social construit sur l'Isère est fait par des promoteurs privés. Donc si nous, on baisse de 25% ou 30% de notre production, les logements sociaux vont baisser de 30%. C'est-à-dire qu'il y aura encore moins de logements sociaux mis à disposition du public. Donc tout ça cumulé, à mon avis, c'est assez explosif. Moins de FG, moins de locatifs intermédiaires et moins de logements sociaux. À mon avis, on va vers des heures qui sont quand même pas simples au niveau du logement. Il y a un toit pour tous tout à l'heure, mais je veux dire, ça va être, à mon avis, on va être dans une situation qui peut être explosive.
explosif, parce que le logement, c'est quand même le deuxième besoin primaire des Français, enfin des hommes d'ailleurs, des humains en général. Donc, voilà, une situation difficile. L'immobilier va s'adapter. Bon, nous, on va s'adapter, je veux dire, mais le candidat locataire, le candidat à l'accession, ça va être très compliqué. Les classes aisées iront toujours à se loger. Les classes moyennes et inférieures, ça va être très très difficile. Donc j'en profite donc pour faire un appel. Je sais qu'il y a des élus dans la salle, des parlementaires, pour faire remonter ces problématiques-là au niveau national, parce que c'est vrai que alors le ministre du Logement, Olivier Klein, a fait une déclaration où il disait que, enfin, je l'ai là, je peux la citer expressément, en fait, que le logement était un point important, etc. Mais je pense qu'il est important qu'on puisse faire remonter ça au niveau national pour qu'on ait enfin une grande loi qui permette de sortir de cette tournière. La Fédération des promoteurs, à laquelle j'appartiens, dont je suis vice-président pour l'Isère, a fait des propositions en ce sens-là. Je veux dire, à un moment donné, il faut qu'il y ait un choc pour qu'on puisse relancer la machine.